facilité d'interprétation, il nous est difficile d'adopter une attitude autre que désenchantée. C'est pourquoi nous avons besoin de guides et de repères, non seulement pour nous y retrouver, mais aussi pour partager notre plaisir et y apprendre quelque chose. Après tout, l'art n'est-il pas l'expression de notre humanité? C'est beau. Voilà, vas-y, prends la parole. Ben, ça me fait penser, les japonaises, il y a eu une époque où les geishas devaient avoir des petits pieds, alors ils portaient des souliers spéciaux pour pas que leurs pieds grandissent. Puis il y a aussi, même dans des sociétés primitives, où est-ce qu'ils mettaient des colliers un par-dessus l'autre pour agrandir le cou. C'est plein d'images qui me viennent comme ça au niveau qui a certaines époques, dans certaines sociétés qui avaient des critères de beauté spécifiques, puis là, je ne sais pas qui est-ce qui a décidé ça, puis tout à coup, ben, ça a fait une lancée, puis c'est devenu comme peut-être une norme là, de beauté. Juste une petite correction. Les pieds qu'on retient, c'est en Chine. Ah, c'est en Chine, ok, c'est pas au Japon, ok, je mélange Puis les ados dans le cou, c'est en Thaïlande. Dans une ethnie, là, on fait agrandir les coups d'une façon considérable. Oui. Aussi en Afrique. Oui. Je sais que ça, c'est en Thaïlande. En Thaïlande, non. J'ai vu dans un musée de l'homme des plaques africaines. Qui faisaient grandir le cou. Oui, Je suis d'accord avec la madame, j'ai les amis étaient noirs. Oui. Oui. Bon, il y en a d'autres en Thaïlande, ça c'est sûr. Oui. Donc c'est une formule qui plaît. Une femme qui a le cou allongé. Et puis dans beaucoup beauté. beaucoup de tribus en Afrique aussi, la séparation entre les dents est quelque chose de très joli. Puis comme comment il s'appelle, le boucard Diop. Oui. Ça, c'est un élément de beauté. Et comme les derrières des femmes, là, calipige, là, c'était très joli chez les Noirs autrefois, maintenant encore. Mais regardez les sœurs kardashiennes aux États-Unis, ce sont des blanches qui ont aussi calipige. Puis maintenant, on paie aux États-Unis pour se faire grossir les fesses, se faire donner des injections. C'est un élément de beauté. Alors qu'il y a 15 ans, c'est le contraire. ah ben mon Dieu, il fallait être maigre. C'est quoi? Ça me fait penser aussi, maintenant, la mode est au tatouage, au piercing, mais il y a eu aussi dans certaines époques, dans les sociétés africaines, comme dans les oreilles, ils mettent Pour agrandir les oreilles. Oui, c'est ça, pour agrandir le lobe de l'oreille. Puis là, maintenant, c'est fait. C'est une mode chez les jeunes aussi, la lèvre inférieure qui était avancée, puis ils mettaient une rondelle aussi. En Amérique du Sud, ça. Je sais pas, mais je sais que c'est dans des sociétés, là. Ouais. Dans toute l'histoire des sociétés, on essaye de faire des règles. Pas plus fort, parce qu'il y a Dans toutes les sociétés, dans toute l'histoire des sociétés, on essaye de faire des règles et des critères de beauté, mais ça devient des critères culturels. Comme ce que j'essayais d'exprimer tout à l'heure, là, au niveau de l'esthétique, il existe des lois de l'équilibre, de l'harmonie. En musique, il existe des lois de l'harmonie. Dans l'esthétique, dans la peinture, dans les couleurs, il existe des lois de l'harmonie. Je reviens encore avec mon premier exemple tout à l'heure, là, parce que moi, j'essaie d'identifier qu'est-ce qui nous différencie dans nos opinions. Et moi, je remarque que sur le plan de l'esthétique, il y a des règles de l'harmonie qui sont considérées comme absolues, d'après ceux qui connaissent les principes de l'art. Mais c'est le thème qui est exploité. Si je reviens à la première image que vous nous avez montrée, le cri, là, c'est le thème, lui, devient relatif à chaque individu. Bon. Mais tu retwistes un peu ce que tu as dit tout à l'heure. Oui, mais ça... Oui, mais là, j'essaie d'identifier qu'est-ce qui nous rend différents. Ben, moi, ce qui m'a intéressé, c'est
c'est de voir l'importance aussi du thème. C'est important, le message qui est véhiculé dans une œuvre. Moi, ça me parle beaucoup quand Kant dit « le beau, c'est le symbole de la moralité » ou que, selon Jung, ben, on est fait d'une façon qu'on ne peut pas éprouver de sentiment de beauté devant une œuvre qui véhicule des principes moralement inacceptables. Puis ce qui est un problème, selon moi, peut-être dans l'éducation qu'on fait des jeunes, je sais pas pour vous, mais moi je me souviens que ma mère, quand j'étais toute petite, elle me disait toujours, ben des goûts on peut pas discuter, puis on nous enseigne la tolérance, mais jusqu'à quel point, qu'est-ce qu'il faut faire quand on se retrouve devant, par exemple, je sais qu'il y a certains, je fais pas partie de ceux-là, mais il y a certaines personnes qui vont dire, par exemple, la vidéo que Magnota a mis en ligne, ben c'est une œuvre aussi. Qu'est-ce qu'on fait devant les gens qui aiment ces contenus-là? Je trouve que c'est une problématique qu'il faut se poser en tant que société. Bon, d'accord. Bon, allez-y, On madame. pourrait aussi parler de l'art abstrait qui est né après la Première Guerre mondiale en Europe, n'est-ce pas, l'art abstrait. Et c'est intéressant que les deux grands dictateurs, Staline en Russie a défendu l'art abstrait, il a dit seulement le réalisme est permis. Vous savez tout cela. Et puis Hitler aussi, il a appelé l'art abstrait entartete Kunst, l'art, Le non-art. Le non-art. Dégénéré. le non-art, entartet, ça veut dire oui, folle, fou, oui, l'art des fous. Alors il a défendu et les artistes ont fui l'Allemagne. Quand vous dites défendu, vous voulez dire interdit, là. Interdit. Et non pas prendre sa défense. Non, défendre, je veux dire Parce que interdire, c'est ça, oui, oui. forbid, Oui. oui. Alors, ça c'est intéressant. Pourquoi on pourrait se demander pourquoi les deux dictateurs ont voulu seulement l'art photographique. Et ils ont peut-être eu peur de l'âme qui s'exprime, C'est ça. de la liberté de l'âme qui s'exprime dans l'art abstrait. Moi, ça me fait penser à une célèbre phrase de Dostoïevski qui a fait le thème du discours de Solzhenitsyn quand il a reçu le prix Nobel. Oui, Dostoïevski a dit « La beauté sauvera le monde ». Et puis là-dessus, Solzhenitsyn, qui est une victime du totalitarisme de Staline et de ces pays-là, il a considéré que quand une société s'écroule, quand le mensonge est partout, quand une civilisation s'effondre et puis qu'il n'y a plus d'espoir nulle part, les artistes sont capables de relever, de sauver le monde. Pourquoi? Ben parce que simplement l'art, c'est une entreprise spirituelle. C'est le début de l'éveil de l'esprit qui va conduire ensuite au bien, puis à la vérité, puis à des... la vérité, bon. qui Mais recherche la vérité. c'est le premier niveau, on pourrait dire, de l'activité de l'esprit en l'homme. Dégager le beau de ce qui est utile, de ce qui est le quotidien, de ce qui est le banal, etc. Quand un artiste commence à travailler, il veut faire quelque chose où l'esprit est présent. C'est pas assez dit, moi, dans ce que tu as dit tout à l'heure, que c'est une activité spirituelle. Le beau, le bien, le vrai, c'est des transcendantaux. Ça ouvre un espace par-delà le monde, la nature. Et pour ça, moi, Hume, c'est quand il dit qu'on peut étudier les critères du beau en examinant dans toutes les sociétés depuis toujours ce que les hommes ont trouvé beau, on n'arrivera pas à ça non plus. Parce qu'on va trouver beau des grosses oreilles, des grosses lèvres comme ça, comme on voyait tout à l'heure, ou des grosses fesses, puis ailleurs, on trouvera pas de lèvres. On ne peut pas faire ça. Mais enfin, allez-y, madame. Moi, j'étais intéressée, tantôt, vous avez montré là, la canne de soupe Campbell's Warhol. de Andrew Warhol. Puis j'aimerais avoir votre point de vue là-dessus. Tu sais, sur ce style d'art-là.
La soupe Campbell. Il a fait une peinture qui vaut des millions de dollars, que c'est une représentation là, 1, 2, 3, 4 de soupe Campbell, comme il a fait la même chose avec le visage de Marilyn Monroe en différentes couleurs, là, tout sur le pop art. Oui. Parce que vous parliez de l'art moderne, alors je me demandais tu sais, comment que vous interprétiez ça, là. C'est à partir de Warhol et de Duchamp qu'on voit vraiment la coupure de dire, ben l'art maintenant, c'est, Danto va dire, ça va être comme institutionnalisé. On fait des choses, par exemple, si on prend la fontaine de, où est-ce que je l'ai lu? J'arrive pas à la fontaine de Duchamp. Ben, il va dire, bon, ben, on prend la photo de quelque chose de commun, puis on met ça dans un musée, puis ça, c'est de l'art. Puis je trouvais intéressant parce que c'est là qu'on voit plusieurs types d'art après ça se développer. Puis je trouve que les philosophes que je vous ai présentés, Hume et Kant, ce soir, ben, laissent cette diversité-là artistique œuvrer dans notre société parce que il y a comme plus de règles objectives, il n'y a plus de critères, puis c'est vraiment un sentiment du sujet qui compte le plus. Pour Kant, c'est là qu'on peut vraiment, selon moi, adapter la philosophie kantienne au pluralisme artistique ou à l'art de Duchamp ou de Warhol, parce que l'art, c'est un senti. C'est quelque chose d'intérieur, c'est quelque chose qu'on vit, une façon de voir le monde. Puis, ben, c'est ça, ça peut s'appliquer autant à cet art-là que aux jeunes qui aiment le métal ou le pop, ou je suis plus assez au goût du jour dans ces styles-là, mais c'est ce que je trouvais intéressant. Juste un petit... là, tu appelles ça une fontaine? C'est un urinoir. Hein? Oui, mais c'est comme ça que Duchamp l'appelle fontaine. Il appelle ça fontaine? Non, oui, il y avait du mot. La photo, c'est un urinoir. Tu as demandé la parole, c'était... Oui, ben, en étant universel, qui semble être ton avis, ou plus la façon dont tu t'orientes ton idée, moi, j'ai je pense l'impression. qu'on ne peut pas laisser le relativisme œuvrer dans notre société. On ne peut pas accepter les goûts de tout le monde parce que ça aurait des conséquences trop néfastes. Ça entraîne des gens qui aiment des artistes comme Magnotta, qui aiment les vidéos que Magnotta met en ligne, ou des gens qui aiment les œuvres qui véhiculent des contenus de violence. Puis c'est pour ça que je me suis intéressée pendant mes recherches à la question de l'universalité. Puis c'est le grand débat qui a eu lieu au siècle des Lumières, puis qui continue encore aujourd'hui. La question des critères. Est-ce qu'il y a des critères? Quel genre de critères il peut avoir? Est-ce qu'ils sont objectifs? Est-ce qu'ils sont dans l'objet? Est-ce qu'ils sont dans le sujet? Est-ce que... Ça peut être dans les deux, dans leur relation. Mais ce que je voulais dire, c'est que, en fait, si on cherche à avoir un art qui est universel, on perd le particulier, on perd le sens de l'œuvre d'art. Puis il y a des œuvres d'art qui sont de moins bonne qualité que d'autres, au sens qu'ils sont moins porteurs de sens. L'urinoir j'aime mieux parler de l'urinoir que de la fontaine. de Duchamp, dans le fond, c'était que le contexte était nécessaire pour dire si quelque chose est de l'art. Oui. Je mets mes bas dans un musée, puis je mets un titre en dessous, ça devient de l'art parce que je l'ai mis dans un contexte d'art. C'était un peu sa philosophie. Mais dans le fond, la qualité du sens dans l'œuvre d'art est importante aussi, puis ça, c'est critiquable, puis ça, c'est jugeable. Mais c'est des auteurs qui sont moins intéressés. À l'époque de Kant, Kant il appelait le penseur de Königsberg, c'était un petit village en Allemagne. Puis Kant ne sortait pas beaucoup de son village. Il disait de Kant qu'il était réglé comme une horloge. Les gens réglaient leur montre aux promenades de Kant.
Puis c'est sûr que lui, ce qu'il y avait devant lui, c'était la nature. Fait qu'il s'interroge beaucoup sur les phénomènes naturels quand il va parler de représentation esthétique. Mais c'est tous des sujets, la production de l'art, la créativité, c'est tous des sujets qui m'ont intéressé beaucoup, sauf que ma directrice de recherche m'a dit, là, il faut que tu te limites parce que ta mémoire, il va faire 400 pages. Nicole, vas-y. Tu as parlé d'individualisme au début. Oui. Puis moi, j'essaie de faire le lien avec si tout le monde va dans un musée, puis chacun voit l'œuvre d'art comme lui la voit. C'est un petit peu la société actuelle d'individus. On est rendu très individualiste. Puis là, je suis en train de faire le lien avec le relativisme et la cohésion d'une société. Est-ce que ça pourrait contribuer à ce que s'il y a des règles, la société va devenir plus uniforme et moins individualiste? Est-ce qu'il y a un lien à faire avec ça? C'est une bonne question. C'est à peu près ce que tu disais tout à l'heure. Il y a un rapport avec ce relativisme en art qui peut devenir relativisme en morale. Puis si ça devient en morale, tout est permis. C'est ça. Évidemment. Donc, c'est dangereux si on commence à dire chacun ses goûts, chacun ses critères, chacun ses valeurs. Ben chacun fait ce qu'il veut aussi. Puis si on décide de me voler ou de me tuer, c'est son choix. Oui, l'instant. Oui. À ce moment-là, une question, est-ce qu'on pourrait dire qu'il existe une éthique de l'art? Je pense que oui. Parce que la morale est relative. C'est Mais l'éthique est fondamentale. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une éthique de l'art? Ce qui est pervers ne serait pas éthique? Éthique et morale, c'est la même chose, hein? Entre nous, là. Oui. Et il y a une morale de l'art. Je pense que oui, on pourrait dire qu'il y a une éthique de... Au sens où il y a du vrai art et il y a du faux, ou du mauvais, du bon et du mauvais. À la limite, il y a du bon et du mauvais art. Il y a des gens qui se croient artistes et qui font des choses simplement pour s'amuser ou pour se divertir. Les vrais artistes, c'est pas ceux-là. Les vrais artistes, ils s'engagent dans leur vie, ils engagent leur destin dans la création d'une œuvre, puis même si elle n'est pas appréciée, ils continuent. Ils sentent le besoin de dire, d'exprimer, de faire valoir quelque chose. Ils découvrent quelque chose, ils rendent ça public. Et Van Gogh, il est mort en faisant des toiles, et puis Beethoven, il devient sourd, mais il continue de faire de la musique. Là, ça, pour eux, on pourrait dire la morale de l'art consiste à dire, tu as quelque chose à dire, fais-le voir à l'humanité. Mais moi, je pense que l'éthique, c'est comme la morale. Parce que l'éthique, c'est plein d'exemples. Tu ne tueras pas. Ne pas tuer, c'est de l'éthique. Oui, mais ça, c'est une question de mots, là. Ouais. Mais La par question, exemple, pour Kant, quand tu vas dire le beau, c'est le symbole du bien. Dans le... Par exemple, lui, il regarde la nature, puis il voit comment la nature est bien faite par elle-même, ses finalités, tout sert à quelque chose. Puis il va parler du génie, l'artiste, puis il va dire dans son œuvre, ben, il va exposer l'œuvre de la nature. Son œuvre, ça va être le reflet de la nature. Il y a aussi l'élément dans le public de copier les uns sur les autres. Quand quelqu'un d'important dit que c'est beau, tout le monde va imiter. Oui. Aussi, imiter les amis, imiter c'est le snobisme. C'est important, le jugement des autres, puis on veut pas aimer quelque chose, puis que quelqu'un nous dise être rejeté parce qu'on aime quelque chose que les autres n'aiment pas. Effectivement, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Je pense qu'on peut le voir encore plus chez les jeunes ou les adolescents qui sont plus influençables. Moi, je dirais quelque chose à ce sujet-là. Il y a les vrais artistes et il y a ceux qui essaient d'être des artistes et qui n'en sont pas des vrais. Les vrais ne font jamais comme les autres. Ceux qui font comme les autres, c'est un signe qu'ils ne sont pas des vrais. Ils sont des copieurs, ils sont des gens pour qui l'art est un amusement, un divertissement, se faire des choses qui plaisent, etc. Les vrais artistes, c'est pas ça qu'ils font. Ils ont quelque chose à dire. Ils sentent qu'ils ont quelque chose à dire, puis la seule façon de le dire, c'est une œuvre dans laquelle leur pensée, etc., s'incarne.
Et puis ça, c'est les vrais. Les autres, ils copient, puis c'est à la mode, ils en font. Et puis Mais ils je rendent. veux dire, C'est pas la peine, ceux-là. sur le plan du public, le public juge des fois, très souvent, ce qui est dit